grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Haloud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Quel bilan après 25 ans de la décentralisation au Mali? C'est l'intitulé du grand dialogue d'aujourd'hui. La décentralisation au Mali de 1999 à nos jours, bilan et perspective. C'était le thème d'une rencontre qui s'est tenue la semaine dernière à Bamako entre les acteurs de la décentralisation. Une rencontre qui visait à identifier les acquis et les difficultés que le processus rencontre au Mali. Le Haut Conseil des collectivités, qui en est l'initiateur, a cité les crises sécuritaire et politique comme principal obstacle à la déconcentration. Quel bilan dressé du processus de la décentralisation au Mali? On aborde cette question ce soir avec Boubacar Maïga, directeur général adjoint du Centre de formation des collectivités territoriales, CFCT. Madame Dambélé Maïmouna Saï Koulibaly, conseillère à la mairie de la commune 2 de Bamako. Souleymane Konaté, premier adjoint au maire de la commune urbaine de Fatao. Il sera au téléphone. Je suis Mariam Koulibaly. Bonsoir, je suis à la modération. Le grand dialogue. Une rencontre s'est tenue bien évidemment la semaine dernière pour parler de décentralisation, notamment des acquis et des perspectives. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons déjà chercher à savoir qu'est-ce que la décentralisation. Monsieur Boubacar Maïga, vous êtes le directeur général adjoint du Centre de formation des collectivités territoriales. À vous la parole. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci vraiment pour nous avoir invités à cette tribune pour parler de la décentralisation, qui est notre domaine. Alors, pour parler de décentralisation, on peut dire que la décentralisation est un système d'administration qui consiste pour l'État à transférer des compétences, des pouvoirs à des collectivités territoriales qui sont dotées de la personnalité morale, de l'autonomie financière et qui sont gérées par des organes délibérants élus. Donc, c'est dire que les collectivités territoriales, c'est des entités du territoire national qui a des organes, des conseils communaux, des conseils régionaux qui délibèrent sur les questions de développement économique, social et culturel. Donc, et qui ont la personnalité morale, l'autonomie financière, c'est-à-dire qu'elles ont le droit de faire, de fixer des taxes de développement, de fixer toutes les orientations pour assurer le développement économique et social. Et pourquoi les décideurs ont estimé qu'il fallait aller vers cette décentralisation? Voilà, il fallait aller vers cette décentralisation. C'est pour faciliter le développement local. Mais il faut noter que tout ça, c'est sous le contrôle de l'État. La décentralisation ne veut pas dire autonomie ou bien indépendance. Seulement, l'État a voulu partager les responsabilités en donnant ses compétences aux collectivités territoriales dans certains domaines, des domaines qui sont définis par la loi. Donc, les domaines dans lesquels les collectivités travaillent sont déjà déterminés par la loi. Le code des collectivités territoriales définit tous les domaines dans lesquels les collectivités... Est-ce qu'on peut en connaître? Vous pouvez en citer? Oui, on peut en citer. Allez-y. Voilà, dans les domaines du développement local, les domaines de l'aménagement du territoire, le domaine de l'état civil, le domaine de l'hygiène, l'assainissement, le recouvrement des impôts, des taxes. Voilà, donc ça, ce n'est que ceci. Il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels les collectivités travaillent et sous l'autorité de la loi. C'est-à-dire que la loi détermine les compétences et maintenant, ces compétences, il y a des compétences, par exemple, qui ne peuvent être exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle. Les budgets, les comptes, l'aliénation des biens et les emprunts, les garanties de plus d'1 an. Ça, c'est des domaines dans lesquels ils ne peuvent pas être, il faut qu'il y ait l'accord. C'est-à-dire qu'il faut l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle, l'autorité le représentant de l'État. Dans le temps, on disait l'autorité de tutelle, mais maintenant, c'est sous le contrôle du représentant de l'État. C'est sous le contrôle du représentant de l'État. Il faut l'approbation préalable de l'autorité du représentant de l'État. C'est-à-dire, si vous prenez la commune, c'est le préfet. Si vous prenez la région, ça, c'est le gouverneur. Donc, ce sont eux. Et le district de Bamako, ça c'est le ministre de l'administration territoriale. Oui. Donc, c'est dire que la décentralisation, c'est un pouvoir qui est là, c'est un pouvoir conditionné. C'est-à-dire qu'il est déterminé, toutes les actions sont déterminées par la loi. C'est pour éviter les abus de certains élus. C'est pourquoi c'est cadré par l'État.
l'État est là pour assurer la quiétude, l'équité, la justice sociale. Et certaines, ce n'est pas toutes les compétences qui sont transférées. La justice, les affaires étrangères, la monnaie, ça c'est des compétences des régaliennes qui se relèvent de l'État. Ces compétences ne sont pas transférées. Mais toutes les compétences qui concernent le développement local, qui concernent la gouvernance locale, le recouvrement des taxes, des impôts, l'aménagement du territoire, voilà, vous voyez, tout ceci, même l'état civil n'est pas... L'état civil, c'est l'une des activités les plus importantes au niveau des collectivités, au niveau des communes. Mais c'est sous le contrôle de l'État. C'est l'État qui cadre ça. Donc, toutes les actions sont sous le contrôle du représentant de l'État, qui assure le contrôle de l'égalité. Le contrôle de l'égalité, c'est la vérification des actes pris par les représentants, par les collectivités territoriales, pour éviter les abus de pouvoir. On va parler de cet abus après. Voilà. Alors, Madame Dambélé Maïmouna Saï Koulibaly, vous êtes conseillère à la mairie de la commune de Bamako. Avant cette décentralisation, comment est-ce que le pays était structuré? Bon, avant la décentralisation, est-ce qu'il y avait des mairies? Il y avait déjà les mairies qui étaient déjà là en place, mais la décentralisation a permis quand même d'élargir les mairies, les municipalités se faisaient souvent. Il y avait des difficultés qu'ils rencontraient, mais avec la décentralisation, il y a eu une sorte de concurrence qui a été mise en place entre les communes, si je peux bien me permettre. Donc, ça a permis, comme mon prédécesseur l'a si bien dit, ça a permis le développement des communes. Parce que tel qu'il y a la concurrence, toi-même tu sais que quand on parle déjà de la concurrence, ça veut dire qu'il doit avoir un meilleur. Donc, à travers ça, la décentralisation a permis quand même de faire en sorte que toutes les communes se battent pour être vues, pour être au-dessus l'un de l'autre. Donc, avant la décentralisation, tel n'était pas le cas parce qu'il y avait certaines communes même qui n'étaient même pas connues. Parce que au fond du Mali, il y a certaines communes qui, comme monsieur l'a su bien dit, seul le maire avait le pouvoir d'abuser, de faire ce qu'il veut, de tout. Donc, avant la décentralisation, ce n'était pas comme aujourd'hui quand même. Vraiment. Vous avez parlé aussi des difficultés. Quelles étaient les difficultés auxquelles les communes étaient confrontées avant la décentralisation, par exemple? Bon, avant la décentralisation, les communes avaient des difficultés, par exemple, au recouvrement des impôts. Le recouvrement des impôts, ce n'était pas facile par les communes parce qu'il y avait déjà un abus sur les autorités qui étaient là pour garantir déjà la quiétude. Et ils n'étaient pas comme on le souhaitait avant la décentralisation. Parce que avant la décentralisation, il faut bien dire que les Maliens avaient peur même. Souvent, les Maliens avaient peur de s'exprimer ou bien d'avoir une sorte de développement. Parce qu'il n'y avait pas... Il y a une sorte d'autonomisation qui est là aujourd'hui, un peu qui est réduit. Auparavant, tel n'était pas le cas, donc ce n'était pas facile. Le recouvrement des impôts, ce n'était pas facile. Le développement même, il y avait des idées qui étaient là, mais tu ne peux pas être fondé parce qu'il n'y avait pas de tutelle qui pouvait s'occuper de ça comme il le faut. Donc, on était bien barrés souvent. Alors, M. Suleiman Konaté, vous êtes le premier adjoint au maire de la commune urbaine de Fatao. Alors, monsieur le maire, avant la décentralisation, quelles étaient les difficultés auxquelles les communes étaient confrontées? Ok, madame, ça, moi je ne saurais pas vous le dire, mais en réalité, pendant la décentralisation, nous avons rencontré pas mal de choses. Ok, allez-y. Je dis pas mal de choses. En réalité, aujourd'hui, l'État ne nous accompagne pas pour le recouvrement. Je vous dis bien. La préfecture et la sous-préfecture ne nous accompagnent pas en réalité pour la couverture. Parce qu'en réalité, pour faire de choses, le recouvrement d'impôts,
sais pas s'il y a les échos. Hein. Oui, il y a un peu d'écho, mais allez-y, continuez. Ok. Donc, nous, ici, vraiment, dans le cercle de Djema, sinon dans la nouvelle cercle de Djamouti, le nouveau cercle de Djamouti, nous avons tellement de choses. Et en réalité, ce que le monsieur avait dit, bon, moi, je peux quand même lui en sauver un peu. Mais ce que madame venait de dire là, moi, je ne suis pas bon. Bien avant la décentralisation, peut-être que nous n'étions pas là. On ne pourrait pas, en tout cas, moi, je ne peux pas dire des points par rapport à ça. Mais en réalité, l'État, il dit le transfert de compétences. Ce que M. Maïga avait dit, nous avons pas mal de trucs là, de points par rapport à ça. L'État civil, là, la compétence n'a pas été transférée. Là, tout le monde le sait. Nous, on est là. Quand nous voulons juste faire un acte de naissance et un jugement sélectif, il faudrait à moins à peu près 70 km pour venir vraiment établir ça à Djema. Et du coup, les bénéficiaires ont tendance aussi à nous attendre. Il y a aussi des coûts à payer par rapport à ça. Secondo, quand madame parle dit qu'avant la décentralisation, il n'y avait pas de problème, bon, enfin, moi, je ne peux pas parler, mais actuellement, nous avons... Non, elle a dit qu'il y avait des problèmes. Elle dit qu'il y avait des problèmes. Okay. Madame dit qu'il y avait des problèmes, mais actuellement, nous avons beaucoup plus de problèmes que bien avant la décentralisation. Parce que pourquoi? Moi, le recouvrement de mon l'impôt de la commune de Fatao, ça pose extrêmement de problèmes. Et quand nous demandons le développement même des forces de sécurité en chose, pour que nous fassions au moins les recouvrements, c'est un coût. C'est un coût. Secondo, quand on parle de transfert de compétences là, ça n'a pas été accompagné. Hein. Ça, je réponds à la question de M. Maïga. Transfert de compétences n'a pas été fait chez nous. En tout cas, on parle de transfert de compétences, mais en réalité, chez nous, rien. D'accord. On va y revenir, Monsieur Konaté. Entre-temps, nous allons donner la parole à Monsieur Boubacar Maïga, qui est le directeur général adjoint du Centre de formation des collectivités territoriales. En amont, vous aviez parlé des abus auxquels les populations subissaient avant cette décentralisation. Est-ce que vous pouvez en citer? Merci, madame. C'est-à-dire que ce que j'avais dit, c'est l'État est là, et l'État est le garant de la justice, de l'équité. Si je n'ai pas dit totalement, j'ai dit pour éviter les abus. Parce que les élus, on sait que les élus, ils viennent, ceux qui dirigent les collectivités, les organes des collectivités, c'est des élus. J'ai dit que l'État est là pour contrôler, pour éviter souvent certains abus. Certains abus peuvent commettre quelqu'un qui est venu par élection, alors pour lequel on a élu, quand il vient comme maire par exemple, il peut avoir l'idée de privilégier ses militants par rapport à certaines... Alors que c'est un service public. Une fois que tu deviens maire, tu deviens une autorité, tu es au service de la population. Tu ne dois pas faire de distinguo entre les militants. Tu es là, tu ne dois pas faire en tout cas, de distinguo ou bien de favoritisme. Tu es là pour assurer le service public de la population. Donc c'est pourquoi l'État est là pour assurer le contrôle de l'égalité. C'est la vérification, contrôle sur les organes et contrôle sur les actes. Les collectivités territoriales sont sur l'État assure le contrôle de l'égalité, contrôle sur les actes. Vous voyez souvent, il y a des conseils qui sont dissous. L'État est là quand on constate qu'il y a des fautes graves dans certaines communes. On peut dissoudre l'organe même de la commune. Il y a des cas qui arrivent, ou bien sanctionner un maire, le suspendre. Il y a tout ça. Tout ça, c'est prévu par le Code des collectivités territoriales. Alors, votre co-débatteur a eu à le dire que le transfert de compétences n'a pas été accompagné. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Moi, je vous dis d'abord, moi, je suis un ancien chef d'arrondissement. J'ai fait le commandement avant de venir ici, depuis les années 90. Alors,
Et c'est nous-mêmes qui sommes les premiers. La décentralisation, là, c'est nous qui avons commencé les premiers. Nous avons fait les prémices même de la décentralisation au Mali. Avec le référendum, ainsi de suite. Juste la première loi, la loi 93-008, du 11 février 1993. Ça, c'est la loi fondamentale qui a institué la libre administration des collectivités territoriales. Ensuite, il y a eu le Code des collectivités, la loi 95-034 du 12 avril 1995. C'est-à-dire, ça, c'est les deux textes de base de la décentralisation. Et nous, comme j'ai dit, il y a eu le transfert de compétences. D'abord, l'état civil. En tant que chef d'arrondissement, on était officier d'état civil, officier de police judiciaire et officier de police administrative. Et quand la décentralisation a eu lieu, 1993, mais les premières élections ont eu lieu en 1999. Vous voyez, la loi a été votée en 1993. Mais les premières élections, c'est en 1999. Et c'est en 1999 qu'on a installé les premiers organes, les premiers conseils communaux. C'est en 1999. Et là, il y a eu le transfert de compétences. L'état civil a été transféré. L'hygiène, l'assainissement, les impôts ont été transférés. Les nouveaux maires. Nous étions chefs d'arrondissement, on nous a tout retiré. Et c'était une passation de pouvoir même, qu'on a tout donné aux collectivités. Mais il estime que ce transfert n'a pas été accompagné. Ça, c'est les premiers. Bon, la loi dit que tout transfert de compétences doit être accompagné concomitamment de ressources humaines, financières et matérielles. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que quand on va juger, et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 21 ministères qui ont été transférés. Donc, les premiers transferts de compétences, ça, c'est ce qu'on appelle les compétences, les transferts automatiques. L'hygiène, l'assainissement, l'état civil, le recensement, les impôts. Ça, c'est ce qu'on appelle les transferts automatiques. Ça, c'était automatiquement transféré. Tous les chefs d'arrondissement qui avaient ces compétences ont remis aux maires. Donc, ce sont eux qui gèrent. C'est les maires qui géraient depuis 1999. Alors, maintenant, ce que M. le maire dit, Konaté, que les transferts de compétences n'ont pas été accompagnés. Je suis d'accord avec lui. Il y a beaucoup de transferts de compétences qui n'ont pas été accompagnés. Parce que la loi même dit que le transfert de compétences doit être concomitamment accompagné de transferts financiers, des ressources financières, des ressources matérielles et des ressources humaines. Donc les collectivités territoriales se trouvent dans cette situation. Ça, c'est une réalité. Il y a eu beaucoup de transferts de compétences, mais les ressources n'ont pas suivi. Mais il y a eu des transferts de compétences dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique. Ça, quand même, les ressources sont là. Les enseignants sont à la disposition des collectivités. L'État donne leur salaire. Ce sont les collectivités qui les payent. La santé, l'hydraulique, tout ça. Ça, c'est l'État. Même le développement social, ça, quand même, c'est vrai. Ça, c'est les collectivités. L'État donne les salaires et c'est les collectivités qui payent les maires, les présidents des conseils régionaux, et ainsi de suite. Ce sont eux qui les payent. Donc ça, c'est quand même, ça, c'est une réalité. Je sais que, mais il y a beaucoup d'autres domaines qui ont été transférés, mais les ressources n'ont pas suivi. Ça, c'est vrai. Ouais, ouais. Ce que M. le maire a dit, ça, c'est vrai. D'accord. Voilà, alors, Mme Dambélé Maïmouna Saï Koulibaly, est-ce qu'il y a un budget de fonctionnement qui est alloué aux zones décentralisées? Si. Il y a un budget de fonctionnement qui est alloué aux zones décentralisées. Oui. Est-ce que ce montant alloué permet aussi de développer ces zones-là? C'est ça le problème. C'est parce que ça ne permet pas le développement des zones qu'on dit que le transfert n'a pas été fait effectivement. Parce que les ressources financières ne sont pas suffisantes à notre attente. Raison pour laquelle on dit que le transfert n'a pas été fait définitif. Parce que les budgets qui sont alloués sont minimes par rapport à la demande de la population de la zone qu'on a décentralisée. Alors, qu'est-ce que les mairies doivent faire alors? Ou bien quels sont les recours qu'ils ont pour compléter ces déficits-là? Bon, comme M. le maire l'a si bien dit, les recours qu'on a, c'est le recouvrement d'abord. Le recouvrement qu'on a à peine si on arrive à faire le recouvrement parce que maintenant, nous-mêmes, on est confrontés à ces problèmes. La population ne sait même pas qu'il doit participer au développement de sa nation, de la commune. Donc pour eux, tout doit se reposer sur la mairie, l'État, or qu'eux, ils ont à faire. Ils doivent faire leur part d'abord pour que la mairie et l'État les accompagnent maintenant à la demande. Mais tel n'est pas le cas parce que actuellement là où nous sommes, par exemple, les TDRL,
Les TDRL, combien de personnes, même de la population, savent qu'il y a un TDRL qui doit être déversé c'est une seule fois dans l'année. Mais combien de chefs de famille paient le TDRL? Ce n'est que 3 000 francs, le TDRL. Par an. Et la femme qui a fait 3 maternités, je crois, ne paye plus, 4 maternités ne paye plus de TDRL même. Donc, il y a combien de femmes au Mali même qui a dépassé les 4 maternités qui ne font même pas déjà partie. Mais les chefs de famille ne payent pas le TDRL. Or que le TDRL a ses avantages que eux-mêmes, si les chefs de famille cherchent à savoir, ça va les arranger. Et c'est une occasion aussi de parler de ces avantages-là. Vous pouvez les voilà, une fois que tu as pris ton TDRL par an, du 1er janvier au 31 décembre, toutes les activités que tu dois mener à la mairie, c'est gratuit. Si c'est l'acte de naissance, c'est 100 francs. Quand tu payes ton acte de naissance, tout ce que tu fais, tout est gratuit. Or que si tu n'as pas fait de TDRL, quand tu vas à la mairie, pour légalisation, tu payes. La légalisation, ça dépend des zones. Tu payes. Souvent, c'est plus que les 3 000 francs. Or que déjà, quand tu as pris ton TDRL, tu as une opportunité sur certaines activités de la mairie que tu peux mener sans payer. Donc, c'est un avantage. Et tu participes au développement de ta commune aussi. Tu participes au développement de ta commune. Tu veux que les feux tricolores là, qui est cassé soient réparés quand tu payes ton TDRL. Tu peux te plaindre. Tu veux que les caniveaux qui sont remplis soient curés. Quand tu payes ton TDRL, tu peux te plaindre. Mais quand tu ne payes pas ton TDRL, or que le budget transféré est minime par rapport à ce que nous on demande, donc ça ne peut pas se faire. Donc c'est l'occasion pour la population aussi de comprendre que le développement aussi de la commune dépend d'eux. Ça dépend d'eux, c'est à eux aussi de faire en sorte que ça soit développé parce que c'est eux les premiers bénéficiaires. Mais est-ce que ça vous arrive d'organiser des séances de restitution, des séances de sensibilisation à l'endroit des populations pour qu'ils puissent être informés de tous ces acquis du paiement de leur TDRL? Oui, nous, à notre niveau, on en a fait suffisamment dans notre mandat. En commune, on en a fait suffisamment. On a sensibilisé, informé la population là-dessus parce que, avant toute chose, il faut que on a une redevabilité envers la population. Une fois que tu es élu, c'est la population qui a voulu que tu sois là. C'est pour un objectif très bien déterminé aussi que tu es là. Donc, tu dois faire la restitution au niveau de la commune. Ça, c'est obligatoire. Et nous, on a fait suffisamment ça. On sensibilisait, on informait les gens et on a formé aussi des gens pour en savoir plus là-dessus, pour que les gens sachent que la collectivité, c'est pour eux-mêmes et c'est là pour eux. Alors, M. Souleymane Konaté, vous êtes le premier adjoint au maire de la commune urbaine de Fatao. Alors, votre co-débatteur a eu à le dire, les secteurs de l'éducation, la santé et notamment l'hydraulique, l'éducation, dans ces domaines-là, il y a eu un transfert accompagné. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans votre localité, c'était le cas? En réalité, ce que M. Maïga disait, moi, je suis entièrement d'accord. D'accord. Je suis entièrement d'accord parce que le transfert a été fait dans ce domaine-là. Il n'y a pas de problème. Mais en réalité, ce que Maraoum venait de dire là, et concernant la chose de TVL, chez nous, TVL, c'est même pas beaucoup, c'est 1700. 1700. 1700. Ok. 1700 francs. Voilà, ça dépend de la localité. Madame, je ne vous contredis pas, hein. Mais ça dépend de la localité. En réalité, 1700 francs chez nous, toutes femmes qui avaient aussi fait 4 maternités sont exclues. Mais arrêtez, M. Maïga, il y a un point que nous ne sommes pas d'accord. Allez-y. Oui, il y a un point que nous ne sommes pas d'accord parce que, vu qu'il y a eu des trucs là, des transferts de choses, éducation, hydraulique, autres, nous, on est d'accord par rapport à ça. Mais il y a plein d'autres points que l'État devrait faire des transferts. Mais ça n'a pas été le cas. Est-ce que cela handicape le fonctionnement de vos communes? Oui, ça nous handicape beaucoup. Moi-même, je suis à des genoux, je ne peux même pas marcher. Voilà. Je ne peux même pas marcher. Parce que, en réalité, quand l'État là a le pouvoir, l'État a tous ces trucs-là, tous ces trucs des impôts autres là, des taxes autres, l'État qui a les moyens par rapport à ça. Et s'ils ne mettent pas ces moyens-là à notre disposition, mais vous savez,
moi, en tant que premier adjoint, vous savez combien je gagne par mois? Et moi, je n'ai que des sortes de 15 000 francs pour ma commune. Je n'ai que 15 000 par mois. Et quand je touche l'argent des contribuables, ils vont dire que, voilà, il y a une raison. Il a volé. Moi, je ne suis pas volé. Moi, je suis un citoyen honorable qui veut vraiment travailler dans le Malikoura, en réalité, avec de nouveaux systèmes. Sans voler, et je vais gagner. Et pourquoi? Pourquoi l'État n'arrive pas à en sauver, nous, les élus? Pourquoi l'État n'arrive pas à nous mettre en condition? Ça, moi, je suis frustré. C'est la question que j'ai pour moi, M. Maïga. Il faut, madame, M. Maïga. Alors, M. Boubacar Maïga, votre collaborateur aussi avait apparemment ces questions. Je voulais savoir pourquoi l'État ne met pas les élus locaux dans de meilleures conditions. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais revenir sur la question de la décentralisation. Vous savez, la décentralisation, on l'appelle la libre administration des collectivités territoriales. On dit que les collectivités territoriales, l'article 3 sur la libre administration du Code dit que les collectivités territoriales ont pour mission la conception, d'abord la programmation, la conception et la mise en œuvre des actions de développement et régional et local d'intérêt général. Donc ça, c'est la mission des collectivités. Et chaque collectivité doit élaborer son PDSEC, Programme de développement économique, social et culturel. C'est un programme quinquennal pour 5 ans pour les actions de développement. Les collectivités, c'est des personnes publiques, c'est les personnes morales de droit public. Elles sont des sujets de droits et d'obligations. Les collectivités doivent chercher des ressources. L'État leur a donné certaines taxes et impôts pour les mobiliser, pour se développer. Les collectivités ont la capacité juridique de chercher des partenaires, de signer des conventions, de faire des prêts à la banque pour se développer. Il n'est pas dit que c'est l'État qui doit venir assurer le développement. Non. C'est parce que l'État leur a donné la personnalité morale, donné des compétences pour qu'elles puissent se développer. Donc, l'État doit accompagner. L'État fait son accompagnement. Ce que l'État peut faire. L'État a créé des dispositifs d'accompagnement de la décentralisation. D'abord, la Direction générale des collectivités territoriales, l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, qu'on appelle ANICT, qui donne, il y a 5 guichets pour les collectivités, pour développer les collectivités. 5 guichets. Il y a le centre de formation des collectivités territoriales pour former les élus et les agents, renforcer leurs capacités pour pouvoir diriger. Ceux qui viennent, les maires, les conseillers, il y en a qui ne savent même pas ce que veut dire l'état civil. Ils ne connaissent même pas. Il y en a qui ne connaissent même pas la police administrative, la police judiciaire. C'est nous qui les formons pour savoir comment élaborer le budget, comment faire la passation des services, le régime financier des collectivités territoriales, l'élaboration, l'exécution du budget et la reddition des comptes. Madame l'a dit, c'est une obligation pour les collectivités de faire la reddition, c'est-à-dire faire la restitution publique. Chaque année, vous faites la restitution publique. Vous rendez compte à la population, voilà l'année là, ce qu'on a eu, ce qu'on a réalisé, quelles sont les difficultés, quelles sont les perspectives. Donc chaque collectivité doit faire. Actuellement, avec la nouvelle réforme, il y avait 3 niveaux de collectivité, la commune, le cercle, la région, le district. Mais on a supprimé le cercle. Le cercle n'existe plus en tant que collectivité. Maintenant, il n'y a que la commune, la région et le district de Bamako. Voilà les niveaux de collectivité. Donc, ces collectivités territoriales, maintenant, ce que le maire a posé comme question, les indemnités, c'est-à-dire que la loi dit que les collectivités, les maires, tous les élus, ils ont des droits à des indemnités. Mais ces indemnités-là, c'est faible par rapport à leur niveau de représentation. L'année dernière, lors de la journée nationale des communes, le problème a été posé. Ils ont posé le problème. Ils ont dit d'augmenter l'État. Ils ont demandé à l'État d'augmenter les niveaux leurs indemnités, les primes indemnités. Ce que le maire a dit, il a raison. C'est faible. C'est par rapport à un maire, un adjoint, un maire. Donc, c'est une doléance qu'ils ont posée à l'État pour pouvoir augmenter leur prime de responsabilité et de représentation.
Ils n'ont pas de salaire. Quand tu es maire, tu n'as pas de salaire. Tu n'as pas de salaire, mais on te donne des indemnités. Sinon, les maires des communes, les présidents des conseils régionaux, ils n'ont pas de salaire. Ils ont des indemnités de représentation. Voilà. Donc, ils ont critiqué, ils ont décrié le niveau, la faiblesse de ces montants-là. Oui. Voilà, ils disent que ces montants-là, madame est là, le maire aussi l'a dit. Et on est entièrement d'accord. Si on essaye de voir certains pays de la sous-région, hein, quand tu vas au Sénégal, ou bien quand tu vas au Burkina, ou bien au Bénin, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous voyez? C'est pas la même, c'est vrai. Mais pourquoi jusqu'à présent... Bon, c'est un problème qui a été posé. Le problème a été posé lors de la journée nationale des communes, qui recouvre toutes les communes chaque année. Voilà, pendant 3 jours. D'accord. Bon, c'est des problèmes qui sont en train d'être examinés au niveau de la Direction générale des collectivités territoriales pour rehausser un peu, hein, en tout cas, des indemnités des élus locaux, quoi. Comment est-ce que les communes se dotent en infrastructure pour fonctionner? Voilà. Et les communes, chaque commune doit avoir son budget. Chaque commune fait son budget. Voilà. Ils ont, comme je l'ai dit, chaque commune a un PDSEC, Programme de développement économique, social et culturel. C'est un programme quinquennal. Chaque commune a ça, chaque collectivité. Dans ça, ils tirent un programme annuel. Le PDSEC est fait pour 5 ans. Et dans ça, chaque année, on fait un budget. Donc, dans l'année, vous allez déterminer, il y a les salaires, donc le fonctionnement, l'investissement. Le fonctionnement, c'est les salaires des agents, parce qu'il y a des agents qui travaillent dans la commune. Il y a le secrétaire général, il y a le régisseur, l'agent d'état civil. Ça dépend de la taille de la commune. Si c'est une grosse commune, il peut y avoir même 10 agents. Mais si c'est une commune, il y a les communes urbaines, il y a les communes rurales. Alors, au niveau, Fatao, c'est une commune urbaine. Normalement, c'est une commune urbaine, c'est une commune importante qui doit pouvoir recouvrer des taxes. Et ce que j'ai dit encore, c'est que les collectivités ont le pouvoir de créer des taxes pour renflouer, pour avoir des ressources. C'est la mobilisation des ressources internes. Hein? Elles peuvent créer, le conseil communal peut faire une délibération pour créer des taxes. Ces taxes sont recouvrées, c'est dans le budget communal. Donc, chaque commune doit savoir, voilà ce que j'ai comme budget par an. D'abord, les ressources internes, voilà ce que j'ai. Et la dotation de l'ANICT, au niveau de la dotation d'appui technique, qu'on appelle la dotation d'appui technique, c'est un des guichets de l'ANICT qui comprend de l'argent qui est réparti entre les communes. Ça, c'est chaque année. Même nous, le CFCT, nous avons notre part là-bas. Chaque année, l'ANICT nous donne de l'argent pour financer les formations. C'est ce qu'on appelle l'enveloppe B, la dotation d'appui technique. L'enveloppe A, c'est pour les collectivités territoriales. On répartit entre les collectivités. Et il y a des critères pour avoir cet argent-là. Il y a des critères. Les communes, on demande à ce que les communes fassent. Il faut produire ton compte administratif. Il faut faire des sessions. Il y a des communes qui ne font même pas de sessions. Il faut faire des sessions. Hein? Il faut produire le compte administratif. Il faut prouver que tu as mobilisé des ressources, les ressources internes. Il faut prouver pour que tu puisses avoir la dotation de la NICT. Ah oui, c'est comme ça, c'est des conditions. Même les partenaires qui donnent de l'argent, c'est ce qu'on appelle la dotation conditionnelle de performance. On conditionne, il y a des critères qu'il faut remplir d'abord pour avoir de l'argent. Oui. Bon, donc, tout ça, quand tu sais, par exemple, tu sais que tu as 15 millions à l'ANICT ou bien 20 millions, tu mets ça dans ton budget. Le budget, là, c'est une prévision. Le budget, c'est un acte de prévision. Tu prévois que les ressources internes, tu peux mobiliser 30 millions. Au niveau de la l'ANICT, tu peux avoir 20 millions. Donc, tu as 50 millions. Les 50 millions, là, les salaires, vous avez combien? L'investissement, le fonctionnement, il faut du papier, il faut de l'encre pour les machines. Vous pouvez acheter des ordinateurs, par exemple. Hein? Bon, ensuite, la structure chargée de l'entretien, le courant, tout ça, il faut prévoir. Voilà, c'est ça le budget. Et chaque année, chaque collectivité doit faire son budget. Ce budget n'est exécutoire que quand il est approuvé par le représentant de l'État. C'est ça, c'est le représentant qui approuve. Voilà, il y a des conditions pour élaborer le budget. Voilà, donc quand le budget est conforme à la nomenclature budgétaire prévue par le Code des collectivités, le représentant de l'État l'approuve. Il dit que c'est exécutoire. En ce temps-là, vous allez chercher des ressources. Ensuite, le maire, celui qui est le chef de la collectivité, le maire doit chercher des partenaires
il représente la commune dans tous les actes de la vie civile. Et même si l'État n'est pas là, il cherche des partenaires. Il y a le jumelage coopération, il y a les partenaires au développement, il doit chercher, démarcher les partenaires. C'est la loi qui l'a autorisé. S'il a des partenaires, il y a la Banque mondiale, il y a l'Union européenne, il y a beaucoup, il y a la GIZ, il y a même certains, le PDRIAS. Vous partez, vous cherchez, vous dites, bon voilà, je suis le maire de telle commune, vraiment on veut... Bon, sur le partenaire. Maïga, nous sommes pratiquement à 10 minutes de la fin de l'émission. Voilà. Nous allons donner la parole à vos co-débatteurs. Après, on fait un dernier tour de table. Ça vous va? Alors, Madame Dambélé Maïmouna Saï Koulibaly, vous avez dit à l'entame de vos propos que cette décentralisation met en compétition les communes. Oui. Mais qu'est-ce qui prouve qu'une commune a pris de l'avance sur une autre? Comme mon co-débatteur l'a si bien dit, une commune qui cherche des partenariats qui peut se développer sans l'aide de l'État, lui, il a pris l'avance sur ces autres communes. Il y a des maires qui sont compétents. Avant leur arrivée à la commune, tu trouverais qu'il y a des problèmes des infrastructures, il y a des problèmes d'école, de la santé, tout, mais avec leurs compétences, ils cherchent des partenaires par-ci, par-là, qui les aident à construire des écoles, des hôpitaux, des ponts, font des routes. Donc, à ce niveau, tu seras en avance sur les autres maires de la commune. Tout est lié à la compétence aussi de l'ELI qui est là. Le conseil municipal qui est élu, à travers ses compétences, peut devancer les autres. Le budget alloué aux collectivités, c'est tellement minime qu'on peut rien faire avec. Donc, on est obligé de chercher des partenaires pour être à la hauteur de la demande de ta population. Donc, à ce niveau, obligatoirement, il te faut des partenaires. Par exemple, le district de Bamako est en partenariat avec Angers. Donc, on voit ce qu'ils font souvent. Le jumelage, là, c'est souvent une obligation chez un maire pour être au-dessus des autres au niveau du développement. Parce qu'une fois que tu ne peux pas recouvrir, comme il a si bien dit, le budget que toi tu veux pas recouvrir ça, il te faut des partenaires pour t'aider à faire le recouvrement, à faire des constructions, la réalisation que tu veux faire au niveau de la commune. Parce qu'on n'est pas là parce que tu es joli ou bien tu es quoi. C'est un programme que tu présentes à la population que tu peux faire pour eux pendant 5 ans. Donc, c'est à travers ça qu'ils ont eu la confiance en toi de t'élire. Donc, tu ne peux pas les décevoir de venir parce que je croyais que l'État était là pour faire ça. Tel n'est pas le cas, je vais croiser les bras. C'est pas ça. Donc, il te faut des partenaires, il te faut des stratégies que toi-même tu vas dégager, mais pas à l'encontre de ce que l'État dit. Pas à l'encontre de ce que l'État dit, sinon ça serait une abuser. Souleymane Konaté, vous êtes le premier adjoint au maire de la commune urbaine de Fatao. Vos co-débatteurs ont eu à le dire. Il faut une mobilisation des ressources internes et chercher aussi des partenaires pour aider la commune. Est-ce que vous, à votre niveau, vous parvenez à le faire? Oui, pour nous, à notre niveau, nous avons fait beaucoup plus. Parce que nous, on a des partenaires. On était partenaire avec Tremblay, qui est en jumelage avec Tremblay en France. Avec l'arrêt de la chose Mali, France, là, on a tout arrêté. Mais en réalité, nous sommes avec des partenaires mondiaux. C'est-à-dire des partenaires mondiaux qui en l'occurrence, il y a PDRAS, il y a PPRD. Donc, nous, on est avec beaucoup de partenaires. Mais ce que moi, je ne suis pas d'accord avec Maïga, par rapport à ce qu'il venait de dire, nous, on est là, on ne courage pas le bras. On est là, on travaille. Mais l'État doit quand même nous accompagner. L'État doit nous accompagner parce qu'il y a des points. Il y a des points que nous, on ne sait pas. Il y a des points que la collectivité ne peut pas aller. Hein? Il faut que l'État nous accompagne par rapport à ça. Avec madame, moi, je suis entièrement d'accord parce que nous, ma commune, moi, je ne courage pas le bras. Et en réalité, la commune n'a jamais croisé le bras. On est là à chercher. On est là à chercher des partenaires techniques et financiers. Forcément. Voilà. Excusez-moi, parce que bon,
Voilà. Non, c'est un débat, M. Suleiman, on vous comprend. Alors, M. Boubacar Maïga, pour ce dernier tour de table, selon vous, qu'est-ce qui entrave la bonne marche du processus au Mali? On a déjà fait le point. Je peux dire que de 1993 à 2024, le Mali est l'un des pays qui est en avance sur les autres pays de la sous-région en matière de décentralisation. Comment? J'ai fait tous ces pays de la sous-région, le Sénégal, le Bénin, le Burkina, même les pays anglophones, le Ghana, tous ces pays-là j'ai fait. J'ai été en France, en Allemagne, tous ces pays, en Tunisie, j'ai fait tous ces pays. J'ai été au Maroc. Est-ce que vous comprenez? Oui. En matière de décentralisation, de gouvernance locale, le Mali est beaucoup en avance. Vous éloignez oui, c'est vrai. Mais comme on l'a dit, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Et quel que soit notre niveau d'avancement, il y a toujours des insuffisances. Ça, c'est vrai. À quel niveau? D'abord, pour vraiment faire avancer le mieux le processus de décentralisation, comme M. le maire l'a dit, il faut que les transferts de compétences, ça soit effectif. Ça, c'est vrai. Il faut que ça soit effectif. Il faut doter les collectivités des ressources, des ressources matérielles, des ressources humaines, financières, pour que la décentralisation puisse être un véritable essor économique. Sur le papier, tous les décrets sont signés. Tous les décrets sont signés. Ce n'est même pas non seulement les transferts de compétences, mais c'est le transfert même des services techniques aux collectivités territoriales. Mais dans la pratique, ce n'est pas opérationnel. Il y a eu un décret qui a transféré 21 ministères aux collectivités territoriales. Seulement, ce n'est pas concrétisé. Il y a même le comité de suivi de la mise en œuvre des transferts de compétences au niveau de la primature. Bon, mais, comme vous le voyez, le Mali, actuellement, ces dernières années, le Mali a des problèmes. Il y a trop de problèmes. Pour trouver les ressources même, c'est un problème. Nous avons des difficultés actuellement. Ce n'est pas facile. Tout le monde connaît la situation. Ce n'est pas la peine de rentrer là-dedans. Voilà, donc c'est un peu difficile. Ça, c'est un. De deux, pour que la décentralisation puisse être une réussite, il faudrait que les collectivités territoriales puissent s'investir davantage pour assurer la mobilisation des ressources internes. Les ressources internes, là, il y a beaucoup. Madame l'a dit, la TDR, c'est la taxe de développement régional et local. Avant la décentralisation, c'est nous qui recouvrions, nous les chefs d'arrondissement. Moi, j'ai recouvré chaque année minimum 40 millions dans mon arrondissement. Minimum. Que j'ai parti verser à la perception. C'est nous, les chefs d'arrondissement, on recouvrait les impôts, les taxes, la TDRL, la taxe vélo, la taxe sur les charrettes. La taxe sur les armes perfectionnées. Mais quel est votre secret alors? Ça, personnellement, et j'étais noté exceptionnel. Et là où je suis administrateur civil de classe exceptionnelle, 3e échelon. J'ai fini tous les échelons. Ça dépend de la compétence, comme on l'a dit. Et il faut que les responsables des collectivités, le maire, les adjoints, il faut qu'ils s'investissent, qu'ils aient des initiatives, des stratégies, comme madame l'a dit. C'est ça, hein? Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous allons donner la parole à votre co-débattrice, madame Damélé. De quoi les communes ont besoin actuellement pour susciter le développement tant souhaité? Ça, c'est les transferts total. Tu sais, la santé, l'éducation, ceux qui ont été transférés, ce n'est pas à 100%, M. Maïga le sait, et nous tous. Or que ce n'est pas à 100%, donc ce n'est pas facile de faire. Et je reviens un peu en arrière. Vous avez il faut que l'État voit le statut des élus communaux. Avec le statut des élus communaux, on pourrait en parfaire beaucoup parce que vous savez que ce que lui l'a dit, ça dépend des communes, les TDRL, les indemnités, ça dépend des communes, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est minime par rapport à ce que nous menons. On n'est pas là pour l'argent, c'est pas à cause de ça qu'on est là, mais aujourd'hui, pour l'avancement de la chose, il faut des ressources financières. Sans les ressources financières, on ne peut pas aller. Donc l'État n'a qu'à voir. Ce qu'ils nous ont donné, c'est quelque chose, on n'a pas dit que ce n'est pas rien, mais ils n'ont qu'à rehausser un peu
pour voir. Sinon, avec les 800 et quelques communes, 819 communes actuellement, le Mali a 819 communes, c'est pas quelque chose qui est facile pour l'État, mais nous aussi, on leur demande parce que c'est eux notre tutelle, donc on ne peut qu'en faire recours à eux, quoi. Monsieur Souleymane Konaté, donc vous êtes d'accord avec madame qu'il faudrait mettre des ressources financières au niveau de... Je suis entièrement d'accord avec madame, mais avec M. Maïga, oui. C'est un truc que je ne peux pas comprendre. Oui. Mais il faudrait forcément que l'État revoie au moins. Oui. Hein? Il faut que l'État revoie au moins notre condition. Quand nous touchons un franc de l'État, vous méritons les voix de l'État. Mais en réalité, nous sommes des manœuvres, nous sommes des escaliers des députés, nous sommes des escaliers même des présidents élus. Pas des actuels. Nous, on a été à ces gens-là. On les a accompagnés tous. Mais en réalité, aujourd'hui, personne ne reconnaît que nous, en bas là, on a des problèmes. En réalité, moi, j'écoute la parole. Je vous remercie. Je remercie le studio Tamani de m'avoir donné la parole. Mais en réalité, il faudrait forcément que l'État donne. L'État fasse quand même les transferts de compétences à la collectivité. Merci beaucoup, Monsieur Souleymane. Alors, c'est ce qui referme le débat d'aujourd'hui, dont le thème portait sur quel bilan après 25 ans de décentralisation au Mali. Nos invités étaient Boubacar Maïga, directeur général adjoint du Centre de formation des collectivités territoriales, Madame Dambélé Maïmouna Saï Koulibaly, conseillère à la mairie de la commune 2 de Bamako, et Souleymane Konaté, premier adjoint au maire de la commune urbaine de Fatao. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission qui a été réalisée par Imirana Kilomaïga. La partie technique était gérée par Noumdire et Souleymane Sanoko. Merci beaucoup et à la prochaine.